Elle pensait que le luxe guérirait ses blessures, mais elle n'avait pas prévu le prix qu'il lui ferait payer. Nella avait 24 ans lorsqu'elle posa le pied pour la première fois à Lomora, la grande cité d'opulence où les rêves se font et se défont à la vitesse d'une rumeur. Elle arrivait du village de Djégou, sac en main, peau dorée par le soleil, le regard chargé d'ambition. Elle n'avait pas de diplôme prestigieux, pas de relations influentes, mais elle avait cette beauté brute, sculptée par la nature, et cette détermination glaciale qui ne tremble pas devant les interdits. Les premières semaines furent dures. Elle vivait dans une chambre en tôle avec 3 autres filles, travaillait comme serveuse dans un bar miteux de la ville basse, et mangeait 1 fois par jour pour économiser. Puis un soir, un homme entra dans ce bar. Il portait une chemise blanche parfaitement repassée, une montre en or, et dégageait une aura que même les murs semblaient respecter. Il s'appelait Armand Sécou, homme d'affaires influent, connu pour ses deals douteux et son goût prononcé pour les femmes jeunes. Il lui proposa un dîner, puis un week-end à Grand Bassam dans une villa avec piscine privée. Elle hésita. 3 jours plus tard, elle portait une robe en soie, un collier de diamants autour du cou, et s'endormait dans des draps qui sentaient la lavande et le pouvoir. Ce fut le début. Très vite, son nom circula dans les couloirs dorés de Lomora. Les milliardaires de la ville, qu'ils soient magnats du pétrole, propriétaires de boîtes de nuit, ministres ou barons de la télécommunication, se passaient son contact comme un numéro gagnant. Elle était belle, discrète, drôle et toujours disponible. On l'appelait la Rose Noire, et elle se laissait porter par la vague. Elle changeait de voiture chaque mois, portait des vêtements de luxe, vivait dans un appartement avec vue panoramique sur toute la ville, et fréquentait les salons où la musique ne joue que pour ceux qui ont déjà tout. Elle croyait maîtriser le jeu. Elle se disait qu'elle utilisait ces hommes plus qu'ils ne l'utilisaient. Elle pensait pouvoir les collectionner comme des trophées, prendre ce qu'elle voulait sans jamais perdre une miette de son âme. Chaque homme lui offrait un morceau d'empire, un terrain ici, une montre hors de prix là, un compte bancaire garni à l'étranger. Elle gardait un tableau mental de chacun, leurs parfums, leurs habitudes, leurs vices, leurs mots de faiblesse. Elle en avait séduit 8 en moins d'1 an. Chacun d'eux pensait être le seul. Elle avait appris à feindre l'amour avec la grâce d'une actrice née. Lorsqu'elle riait à leurs blagues fades, c'était une stratégie. Quand elle posait sa tête sur leur torse velu, c'était pour mieux entendre le bruit de leur cœur, et de leurs secrets. Elle vivait dans une illusion parfaitement orchestrée. Mais la fissure commença un soir de juin, lors d'une soirée privée dans une villa perchée sur les collines de Mbassa. Elle s'était éloignée pour fumer, et sans le vouloir, surprit une conversation entre 2 de ses anciens amants. L'un d'eux disait en riant, « Celle-là ? Nella ? C'est une belle bagnole, mais le moteur commence à fatiguer. » L'autre avait répondu, « Elle ne le sait pas encore, mais le prochain à la casser, ce sera moi. » Ils rirent. Longtemps. Et ce rire s'insinua en elle comme un poison. Depuis ce soir-là, elle ne les regarda plus de la même façon. Elle commença à remarquer les regards vides qu'il posait sur elle, les mots qu'il répétait machinalement, comme s'il lisait un manuel d'utilisation. Certains devinrent brusquement absents. D'autres tentèrent de la remplacer. On la snoba à des événements où elle était auparavant invitée d'honneur. Les messages devinrent plus espacés, les virements moins généreux. Elle tenta de maintenir l'illusion, de sourire, de se rendre indispensable, mais le vent avait déjà tourné. Un jour, elle reçut un message anonyme contenant une vidéo. On y voyait son visage, sa voix, ses gestes, dans l'intimité avec l'un des milliardaires. La vidéo avait été filmée à son insu, puis montée avec une précision professionnelle. Quelques heures plus tard, elle circulait sur les réseaux fermés de la haute société. Elle devint un sujet de moquerie, un mythe déchu. Les commentaires pleuvaient, trop gourmande, trop visible, trop usée. La meute avait trouvé sa nouvelle proie. Elle tenta de se défendre, d'appeler les hommes qui la courtisaient jadis, mais leur téléphone était éteint ou redirigé. Un chauffeur qu'elle croyait de confiance lui annonça qu'elle devait libérer l'appartement. Le bail avait été coupé sans préavis. Elle n'avait plus rien. Même pas le droit de se plaindre. Quand elle rentra voir sa mère, espérant trouver un peu de chaleur, cette dernière l'accueillit en silence, le regard figé. Elle avait vu la vidéo. Dans le village, les gens parlaient, riaient, pointaient du doigt. Sa mère tomba malade quelques jours plus tard,
miné par la honte. Les médecins parlaient d'un ulcère, mais Nella savait que c'était bien plus profond que ça. Ce n'était pas le corps qui souffrait, mais l'âme. Elle revint à l'Omora, tentant de recoller les morceaux. Elle alla frapper à la porte d'un homme qu'elle croyait sincère, un vieil industriel du nom de Moussa Traoré. Il l'avait toujours traitée avec douceur, lui parlait de retraite, de voyage en Europe, d'un avenir ensemble. Mais il était mort 2 jours avant son arrivée. Une crise cardiaque. Aucun testament ne la mentionnait. Sa famille l'évita comme une pestiférée. Elle se retrouva seule, avec pour unique bien une valise de vêtements hors de prix qu'elle n'osait même plus porter. Elle passait désormais ses journées dans un studio miteux loué au mois, à fixer le plafond, à revivre chaque instant. Elle se souvenait des regards fiers qu'elle lançait aux autres filles, de sa démarche assurée, des notes qu'elle laissait sur les oreillers en partant. Elle se revoyait, sûre d'elle, invincible. Mais tout s'était effondré. Et maintenant, même son reflet dans le miroir lui paraissait étranger. Elle ne savait plus si elle avait vraiment été vivante à un moment donné, ou si elle n'avait été qu'un rêve de luxe tissé par des mains qui n'étaient pas les siennes. La nuit, elle entendait parfois des voix chuchoter dans sa tête. Elle disait, « Tu pensais être la reine. Tu n'étais qu'un passe-temps. » Et c'était vrai. Tout ce qu'elle avait cru bâtir n'était qu'un château de sable. Elle avait couché avec tous les milliardaires de la ville, croyant se hisser au sommet. Mais elle avait oublié que dans leur monde, on ne garde jamais un jouet trop longtemps. Les jours s'étiraient dans une lenteur presque cruelle, et Nella, jadis souveraine des nuits dorées de l'Omora, n'était plus qu'une ombre parmi les ombres. Son téléphone, autrefois source ininterrompue de propositions, de virements et de désirs murmurés, ne sonnait plus. Son compte bancaire fondait comme neige au soleil, et ses rares tentatives pour contacter ses anciens amants se heurtaient à un silence glacial ou à des réponses sèches, parfois humiliantes. Elle n'existait plus dans leur monde, elle avait été rayée sans cérémonie, comme une tache qu'on efface d'un mouchoir en soie. La rumeur disait qu'elle avait été trop gourmande, qu'elle avait voulu jouer dans la cour des grandes sans en payer le prix, et maintenant, elle en payait chaque minute. Sa présence même dans certains quartiers de l'Omora déclenchait des chuchotements. On la montrait du doigt, on murmurait son nom avec dédain, et les regards qui autrefois s'illuminaient à son passage glissaient désormais sur elle comme si elle n'existait plus. Elle avait changé de coiffure, tenté de redevenir anonyme, mais rien n'y faisait, elle était marquée, connue, exposée, et brûlée. Les dernières économies qu'elle avait soigneusement conservées partirent dans les frais médicaux de sa mère, dont l'état ne cessait de se dégrader. L'ancienne femme forte du village, celle qui l'avait élevée seule à la sueur de son front, passait désormais ses journées dans un lit, silencieuse, le regard vide. Nella la nourrissait à la cuillère en tremblant, se demandant ce qu'il lui restait encore à offrir, ce qu'elle pouvait faire de plus. Elle se souvenait de la voix de sa mère, lui répétant quand elle était enfant que l'honneur d'une femme est sa première richesse. Cette phrase la poignardait maintenant à chaque battement de cœur. Elle voulait revenir en arrière, effacer, recommencer, mais les traces étaient indélébiles. Un matin, alors qu'elle marchait dans le quartier populaire de Kelloura pour chercher des médicaments bon marché, elle croisa un de ses anciens prétendants. Pas un milliardaire, non. Un jeune homme du passé, qu'elle avait autrefois méprisé parce qu'il conduisait une vieille Toyota. Il la reconnut, sourit avec pitié, et sans dire un mot, lui glissa un billet dans la main avant de remonter dans sa voiture. Ce geste, loin d'être une aide, fut pour elle une humiliation totale. Elle passa le reste de la journée à pleurer dans une cabine de toilette publique, incapable de comprendre comment elle en était arrivée là. Ce n'était pas la pauvreté qui l'écrasait, c'était le regard des autres, leur jugement, leur mémoire. Elle pensa fuir l'Omora, disparaître, recommencer ailleurs, mais où allait-elle aller avec ce passé accroché à la peau comme une cicatrice mal refermée? Le soir, elle errait dans les rues silencieuses, se demandant si elle devait vendre ses derniers bijoux ou s'allonger sur les rails du train de minuit. Elle choisit de tenir, un jour de plus, parce qu'au fond d'elle, il restait une étincelle, une voix intérieure qui refusait de s'éteindre. Mais même cette voix fut mise à rude épreuve quand elle découvrit ce que les hommes avaient réellement fait d'elle. Tout commença avec une conversation volée entre 2 domestiques d'une résidence huppée. L'un d'eux parlait d'un « jeu » auquel participaient certains puissants hommes de l'Omora, un jeu cruel, sadique, où le but était de séduire, manipuler puis briser psychologiquement des femmes ciblées.
Le nom de Nella était cité comme exemple parfait. On racontait qu'elle avait été le défi commun d'un groupe d'amis influents, chacun pariant sur le nombre de fois qu'il réussirait à la faire pleurer, sur les secrets qu'il obtiendrait d'elle, sur les objets qu'il la convaincrait de voler dans les villas de leurs concurrents. Ils se réunissaient autour d'un whisky rare pour regarder les vidéos captées à son insu, ils la notaient, ils riaient. Elle était devenue un objet de pari, un jouet sophistiqué, un trophée qu'il se passait sans jamais s'attacher. La violence de cette révélation l'étrangla. Elle se mit à faire des cauchemars, à se réveiller en sursaut, le corps trempé de sueur. Elle sombra peu à peu dans une forme de paranoïa, doutant de chaque personne qu'elle croisait. Elle évitait les regards, parlait à voix basse, et se méfiait même des enfants. Elle croyait que tout le monde était complice, que chaque rumeur, chaque rire dans la rue était une moquerie déguisée. Et pourtant, au milieu de cette descente infernale, un visage inattendu se présenta à elle. Un homme, discret, simple, aux gestes lents et au regard sincère. Il s'appelait Amadou, un chauffeur de taxi à la voix posée et aux yeux fatigués par la vie. Il l'avait trouvée un soir assise sur un trottoir, tremblante, sans énergie. Il l'avait conduite chez elle sans rien demander. Puis il revint le lendemain. Et encore le jour suivant. Il lui apportait de quoi manger, l'écoutait sans la juger, parlait peu mais avec bienveillance. Nella, d'abord méfiante, se laissa peu à peu apprivoiser par cette chaleur humaine qu'elle croyait disparue. Elle retrouva, à ses côtés, des émotions qu'elle pensait mortes, le respect, la pudeur, l'attention. Elle se surprit à sourire, à rire, à regarder à nouveau le ciel sans peur. Amadou n'était pas riche, mais il avait cette richesse rare de ceux qui ont souffert et qui comprennent. Il ne lui posait pas de questions sur son passé, se contentait d'être là, solidement. Elle commença à croire en une possibilité de renaissance, en une lumière timide au bout du tunnel. Mais cette paix fut de courte durée. Un soir, alors qu'elle cherchait quelque chose dans la boîte à gants du taxi d'Amadou, elle trouva un téléphone caché, verrouillé. Quelque chose dans son instinct lui murmura de fouiller. Elle réussit à deviner le mot de passe après plusieurs tentatives, c'était une date. Le jour de leur rencontre. Ce qu'elle découvrit la brisa une fois de plus. Des messages. Des rapports. Des photos d'elle. Envoyées à un certain P. Elle lut, bouleversée, des conversations où Amadou décrivait son état mental, ses habitudes, ses faiblesses. Elle comprit que l'homme en qui elle avait commencé à croire n'était qu'un autre pion, un autre instrument entre les mains de ceux qui n'avaient jamais cessé de la contrôler. Il l'avait approchée sur commande. Il avait été payé. Et même si les derniers messages laissaient entendre un changement de ton, comme s'il était tombé sincèrement amoureux d'elle, la trahison était déjà faite. Elle attendit son retour ce soir-là. Il entra, la trouva assise, immobile. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle lui tendit simplement le téléphone. Il comprit. Il s'assit à ses côtés, sans tenter de nier. Il parla. Longtemps. Il lui expliqua qu'au début, c'était un travail. Il devait surveiller ses fréquentations, la tenir éloignée de certaines personnes, rapporter ses faits et gestes à un homme puissant qu'elle avait humilié. Mais qu'avec le temps, il avait vu autre chose. Une femme brisée, courageuse, perdue, et que son regard avait changé. Il lui dit qu'il était tombé amoureux d'elle sans le vouloir, qu'il n'avait pas su comment lui avouer la vérité. Elle l'écouta. En silence. Mais au fond d'elle, quelque chose s'était définitivement éteint. Elle se leva, marcha jusqu'à la porte, et lui demanda de partir. Il obéit. Sans un mot. Cette nuit-là, elle resta éveillée, seule, regardant les lumières lointaines de l'Omora clignoter comme des étoiles moqueuses. Elle avait cru trouver enfin une main tendue, un abri, une vérité. Mais il n'y avait rien. Rien que la froideur d'un monde où même la compassion était achetée. Et dans le silence de son appartement vide, elle murmura une phrase à voix basse, comme une prière brisée, peut-être que je suis née pour être utilisée. Puis elle se leva, doucement, le regard durci par la douleur, et fit un vœu. Elle n'allait plus chercher la paix. Elle allait chercher la vérité. L'Omora n'avait plus rien à lui offrir, mais Nella n'était pas encore prête à s'effacer. Après le départ d'Amadou, elle erra plusieurs jours sans but, avalant le vide comme on boit un poison lent.
Son appartement se vida peu à peu de ses objets, qu'elle vendit au marché noir pour survivre. Ses robes de luxe, ses sacs hors de prix, ses chaussures qui autrefois faisaient l'envie de toutes, tout disparut entre les mains avides de revendeurs anonymes. Elle se promenait maintenant en jean délavé, t-shirt informe, les cheveux attachés à la va-vite. Personne ne la reconnaissait dans cette enveloppe devenue presque banale. Et c'était peut-être mieux ainsi. Mais la douleur ne la quittait pas. Elle la suivait partout, tapie dans l'ombre, prête à la dévorer dès que le silence s'installait. Il y avait des jours où elle ne quittait pas le lit, le regard fixé sur le plafond, se demandant si elle finirait par disparaître sans laisser de traces, comme tant d'autres femmes avant elle. Mais elle tenait, parce qu'il ne lui restait plus que ça, tenir. Et puis un soir, sans l'avoir prémédité, elle retourna au cimetière de Koumassi, là où Moussa Traoré, le seul homme qui lui avait montré une douceur sincère, était enterré. La tombe était simple, fleurie maladroitement, presque oubliée. Elle s'agenouilla, posa sa main sur la pierre et laissa couler tout ce qu'elle avait retenu. Les sanglots furent longs, profonds, désordonnés. C'était la première fois qu'elle pleurait sans honte depuis longtemps. Ce fut aussi ce soir-là qu'elle comprit que la seule chose qu'il lui restait, c'était son histoire. Son vécu. Elle ne pouvait pas changer le passé, ni effacer les cicatrices, mais elle pouvait, peut-être, en faire quelque chose. Ce ne fut pas une révélation soudaine, mais une intuition douloureuse, comme un feu lent dans le ventre. Elle décida de parler, mais pas pour se plaindre. Elle voulait nommer les choses, se réapproprier ce qui lui avait été volé, sa voix. Elle commença à écrire, sans objectif précis, simplement pour respirer. Des nuits entières, elle grattait des feuilles, racontait les débuts, les illusions, les pièges, les violences invisibles. Ce n'était pas pour le monde, c'était pour elle. Mais plus elle écrivait, plus elle ressentait le besoin de tout poser à plat. Un matin, elle prit ses carnets et les relut depuis le début. Chaque page lui faisait revivre une scène, une chute, une promesse brisée. Et au milieu de tout cela, une question revenait comme une cloche insupportable. Pourquoi ? Pourquoi avait-elle été la cible de tant de cruauté ? Pourquoi ces hommes si puissants s'étaient-ils amusés à la casser ? Elle n'avait pas de réponse. Elle savait juste que dans cette ville, les hommes riches jouaient à se faire Dieu, et que les femmes comme elle n'étaient que des offrandes temporaires. Elle se mit à revoir les visages, les gestes, les paroles. Et elle comprit que l'un d'eux, un certain Pascal D., n'avait jamais digéré qu'elle le quitte. C'était lui, elle en était sûre. Il avait été le plus possessif, le plus manipulateur, le plus dangereux. Elle l'avait quitté un soir sans prévenir après avoir trouvé une arme sous son oreiller. Il l'avait appelée des dizaines de fois, envoyé des messages menaçants, jurant qu'elle paierait. Elle ne l'avait jamais revu depuis. Jusqu'à ce que le nom, P, apparaisse dans le téléphone d'Amadou. Tout se recoupait. Il était derrière tout ça. C'était lui le commanditaire. Elle comprit qu'elle n'était pas simplement tombée en disgrâce, elle avait été délibérément effacée, méthodiquement détruite. Le plan avait été construit avec patience, comme une vengeance silencieuse. Cette vérité la traversa comme une lame. Elle passa plusieurs jours à réfléchir à ce qu'elle pouvait faire. Aller voir la police ? Impossible. Pascal D. avait des hommes partout. Porteur plainte ? Elle n'avait aucune preuve tangible. Parler ? À qui ? Personne ne l'écouterait. Et pourtant, l'idée germait en elle, se renforçait à chaque battement de cœur. Elle ne pouvait plus se taire. Elle ne pouvait plus accepter d'être seulement une victime. Elle voulait que le monde sache. Elle voulait que chaque femme qui, un jour, aurait affaire à ces hommes sache ce qui se cache derrière leurs costumes taillés sur mesure. Elle savait qu'elle jouait avec le feu. Que parler pouvait signer sa fin. Mais à ce stade, elle n'avait plus peur. Ce qui l'effrayait désormais, c'était le silence. Ce mur glacé où s'écrasent les vérités et où naissent les bourreaux. Alors elle commença à écrire une lettre. Une longue lettre, pleine de noms, de faits, de dates. Elle détailla chaque relation, chaque humiliation, chaque manipulation. Elle nomma les lieux, les montants, les menaces. Elle parla de la vidéo, des conversations espionnées, des jeux de paris, des cadeaux empoisonnés. Elle parla de son viol, celui qu'elle avait toujours refusé de nommer.
Un soir, dans une villa à Bingerville, où l'un des milliardaires l'avait droguée après une dispute. Elle s'était réveillée nue, le corps marqué, sans souvenir clair. Ce jour-là, elle n'avait rien dit. Par peur. Par honte. Mais cette nuit-là, elle écrivit tout. Et quand elle termina, elle imprima 10 copies. Elle les glissa dans des enveloppes, les rangea dans un sac, puis elle sortit. Elle marcha longtemps, sous la pluie, déterminée. Elle déposa une copie dans la boîte d'un avocat connu pour son intégrité. Une autre dans le bureau d'un administrateur d'université. Une autre encore chez un prêtre influent. Elle voulait que la vérité soit partout, dispersée, indestructible. Puis elle rentra, le cœur lourd, mais plus calme. Pour la première fois depuis des mois, elle dormit sans cauchemar. Mais le lendemain matin, un mot était glissé sous sa porte. Il n'y avait que 6 mots. Tu aurais mieux fait de te taire. Son sang se glaça. Elle regarda autour d'elle, sentit une présence invisible, un regard posé sur chaque recoin de sa vie. Elle voulut sortir, mais une voiture noire était stationnée devant l'immeuble. Elle fit demi-tour, ferma à clé, et se mit à trembler. Elle n'était pas folle. Ils savaient. Et ils allaient agir. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose tenait encore. Une flamme. Une rage froide. Elle se dit qu'elle n'avait pas fait tout ça pour mourir comme une souris piégée. Elle devait aller plus loin. Frapper plus fort. Elle réfléchit à la seule chose que ces hommes craignaient, l'opinion publique. Leur image. Leur réputation. Alors elle se prépara. Elle savait que son visage pouvait tout relancer. Elle savait qu'elle devait apparaître. Mettre un visage sur l'histoire. Le sien. Elle passa la journée à se filmer, chez elle, sans maquillage, sans artifice. Elle parla droit à la caméra, sans trembler. Elle raconta tout, exactement comme dans la lettre. Elle nomma les hommes, raconta les scènes, évoqua les abus. Elle ne pleura pas. Elle ne baissa jamais les yeux. À la fin, elle conclut d'une voix ferme, « Si vous voyez cette vidéo, c'est que je ne suis plus en sécurité. Mais je refuse de mourir dans le silence. » Elle envoya la vidéo à plusieurs contacts, anonymement, avec pour seule instruction, partager. Elle coupa son téléphone, éteignit la lumière, s'assit dans un coin de sa chambre et attendit. Elle ne savait pas ce qui allait suivre. Elle ne savait pas si elle avait signé sa libération ou sa condamnation. Mais elle savait une chose, elle avait repris le contrôle de son histoire. Et quoi qu'il arrive désormais, elle ne serait plus jamais une ombre. Elle était prête. La vidéo avait été envoyée, les copies de la lettre avaient été dispersées, et Nella savait que le compte à rebours avait commencé. Elle ne sortit pas pendant 2 jours, le cœur suspendu, les yeux rivés à la fenêtre, observant le moindre mouvement suspect. Elle ne mangeait presque plus, ne dormait que par instants, le corps tendu par l'anticipation de ce qui allait suivre. Le 3e jour, à l'aube, tout bascula. Son téléphone, qu'elle avait réactivé par nécessité, se mit à vibrer sans s'arrêter. Messages, appels, notifications. La vidéo avait fuité. Pas seulement dans les cercles privés, mais dans tout l'Omora. Partagée par des anonymes, reprise sur les forums, les groupes de messagerie, relayée même par certains sites qui, à défaut de pouvoir la censurer, l'utilisèrent pour générer du buzz. Le visage de Nella s'imposa dans chaque téléphone, chaque salon, chaque ruelle. Les noms qu'elle avait prononcés éclataient au grand jour. Les milliardaires cités se murèrent dans un silence gêné, certains publièrent de froids communiqués niant toute implication, d'autres disparurent purement et simplement de la circulation, partant à l'étranger, suspendant leurs comptes, coupant tout contact. Les plus audacieux tentèrent de la discréditer, de la faire passer pour folle, manipulatrice, mythomane. Mais il était trop tard. L'impact avait été immédiat. Ce n'était plus juste une histoire de luxure ou de vengeance personnelle, c'était devenu une affaire de pouvoir, d'abus, de dignité humaine. Des femmes sortirent du silence. D'abord timidement, puis plus nombreuses. Certaines racontaient d'avoir été approchées par les mêmes hommes, d'autres confirmaient les pratiques tordues des soirées privées, des concours de cruauté où la souffrance féminine était un spectacle secret. Des hommes silencieux qui restaient longtemps dans leur voiture, le regard sombre. Une nuit,
La serrure de sa porte fut forcée, mais elle avait eu le temps de fuir quelques heures plus tôt, avertie par un ancien voisin. Elle changea de quartier, trouva une chambre dans une pension anonyme où personne ne la reconnaissait. Elle vivait à présent dans la clandestinité, mais pas dans la peur. Elle savait que chaque heure qu'elle gagnait était une victoire. Pourtant, son corps commençait à lâcher. Elle vomissait fréquemment, se sentait faible, prise de vertige. Un matin, elle perdit connaissance dans la salle de bain. La propriétaire de la pension appela un médecin qui, après un examen rapide, lui annonça une nouvelle qu'elle n'était pas prête à entendre. Elle était enceinte. Le choc fut brutal. Son esprit se figea, incapable de comprendre, de relier les événements. Elle n'avait pas eu de relation depuis des semaines, sauf avec Amadou. Ou alors, un frisson glacial lui traversa l'échine. Et si cela remontait à cette nuit trouble, il y a des mois, dans la villa à Bingerville? Cette nuit qu'elle n'avait jamais réussi à reconstruire. Cette nuit où elle s'était réveillée brisée, le corps meurtri, sans souvenir clair. Le doute la rongea comme une maladie. L'enfant était-il celui d'un viol ou celui d'un amour trahi? Était-ce une punition ou une rédemption? Elle resta des heures allongée, les mains sur le ventre, incapable de décider ce qu'elle ressentait. Mais une chose était sûre, ce n'était pas seulement son histoire, désormais. Il y avait une vie en elle, innocente, fragile, née du chaos. Elle ne pouvait plus disparaître, fuir, abandonner. Elle devait protéger cette étincelle. Pourtant, le monde autour d'elle s'assombrissait. Elle était devenue un sujet de débat, une source de scandale. Les puissants qu'elle avait exposés se regroupaient, déterminés à l'anéantir. Un avocat l'appela un jour pour lui proposer un « arrangement » venu d'un des principaux hommes qu'elle avait accusés. Une somme colossale, en échange de son silence définitif, de la suppression de toutes les preuves, de sa disparition pure et simple. Il promit aussi une protection à vie, un nouveau départ, dans un autre pays. Elle écouta sans réagir. Puis, calmement, elle refusa. Elle n'avait plus peur. Le soir même, elle reçut une photo glissée sous sa porte. C'était sa mère, allongée dans un lit d'hôpital, attachée. La menace était claire. Nella se rendit au village des Laubes, bravant tous les risques. Sa mère, affaiblie, semblait flotter entre la vie et la mort. Elle pleurait en silence en voyant sa fille, mais ne parla pas. Une infirmière lui confia discrètement que des hommes étaient venus la semaine précédente, posant des questions, faisant pression. Nella comprit que sa propre vérité avait mis en danger ceux qu'elle aimait. En quittant l'hôpital, elle se sentit vidée. Elle pensa tout arrêter. Supprimer la vidéo, disparaître, céder. Mais quelque chose en elle tenait encore. Peut-être était-ce la vie en elle, ce petit cœur qui battait sans rien demander. Peut-être était-ce la conviction profonde que si elle se taisait, d'autres souffriraient à sa place. Alors elle décida de frapper encore une fois. Plus fort. Une vidéo finale. Une où elle mettrait tout sur la table. Pas seulement les abus. Mais les conséquences. Les menaces. Les preuves indirectes. Les messages. Les tentatives d'achat de son silence. Et cette fois, elle la diffuserait elle-même, en direct. Pas de retour en arrière. Pas de filtre. Elle choisit la date. Le 28. Une date symbolique. L'anniversaire de la mort de Moussa Traoré. Ce jour-là, elle s'assit devant la caméra, les traits tirés, les yeux fatigués, mais déterminés. Elle parla lentement, posément. Elle raconta ce que la première vidéo n'avait pas dit. L'enfant. La tentative d'achat. Les menaces sur sa mère. Elle montra les documents, les messages. Elle montra la photo de sa mère à l'hôpital. Et à la fin, elle dit une phrase qui fit l'effet d'un coup de tonnerre: « Je n'ai pas peur de mourir, mais si vous me voyez un jour muette, absente, disparue, ne croyez jamais que c'est un accident. » Elle coupa la vidéo. L'envoya en direct. Les réactions furent immédiates. Les réseaux explosèrent. Les partages se comptèrent en millions. Certains crièrent au courage. D'autres crièrent au mensonge. Mais personne ne resta indifférent. Et puis, le silence. Pendant 2 jours, plus aucune nouvelle de Nella.
Plus de messages. Plus de traces. Son téléphone fut retrouvé abandonné dans une ruelle de l'Omora. Sa chambre avait été vidée. Aucune caméra n'avait capté sa sortie. Aucune plainte ne fut déposée. Les autorités restèrent muettes. Les rumeurs fusèrent. Enlevé. Exfiltré. Assassiné. Parti de son plein gré. Tout le monde avait une version. Mais personne ne savait. Jusqu'à cette nuit-là, 5 jours après sa disparition. Une vidéo mystérieuse fut diffusée dans un groupe privé. On y voyait un homme, assis dans un fauteuil en cuir, vêtu d'un costume sombre, dans une pièce faiblement éclairée. Il regardait la caméra, impassible. Puis il dit, d'une voix calme, presque douce, elle croyait pouvoir s'en sortir. Personne ne s'échappe de l'Omora. L'écran devint noir. Et plus rien. Silence. Froid. Choc. Une phrase. Une menace. Un adieu. Ou peut-être un avertissement. Nella était-elle vivante? Était-ce le début d'un complot plus vaste? Était-ce seulement la fin d'un chapitre, ou le prélude d'une revanche encore plus terrible? Une chose était certaine, l'Omora avait ses règles. Et Nella les avait brisées. Mais dans chaque recoin de la ville, un nom résonnait encore, porté par les murmures, les douleurs, les espoirs étouffés. Nella. Celle qui avait osé. Celle qui avait parlé. Celle qui, même disparue, refusait d'être oubliée. Si cette histoire t'a touché, bouleversé ou révolté, ne reste pas silencieux. Partage-la, commente-la, fais entendre ta voix. Chaque clic, chaque mot, chaque partage est une pierre contre l'impunité. Abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de la suite car l'histoire de Nella n'est peut-être pas terminée, et ta voix peut faire la différence.